Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Gabriel, je suis Startup Manager à H7. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence en amont de Un vers un job, l'événement de recrutement de Startup à Lyon. Et du coup, pour commencer cette conférence qui sera autour de l'orientation scolaire et professionnelle, j'aimerais vous poser quelques questions tout d'abord au public. Est-ce que parmi vous, il y en a qui se sont déjà posé des questions par rapport à leur orientation ou leur réorientation potentielle? À main levée, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà franchi le pas, qui se sont réorientés, qui ont justement déjà changé de métier ou changé d'orientation? Ok, merci à tous pour les réactions. Donc pour parler de ce sujet, je suis très bien entouré puisque je suis avec Fatma et Arnaud qui sont juste à côté de moi, deux entrepreneurs de la maison du coup, puisqu'ils sont à H7 depuis 2019. Donc H7 qui est l'accélérateur responsable et lieu totem de la métropole de Lyon, qui accompagne les startups dans leur croissance et leur impact depuis 2019. Et donc je vais les laisser se présenter et présenter ce qu'ils font aussi au travers de leurs entreprises respectives qui sont Hello Charlie pour Fatma et Upso pour Arnaud. Bonjour à tous. Moi, je suis Arnaud Gracieux. Du coup, je suis le fondateur et CEO d'Upso. Nous, concrètement, on est un organisme de formation professionnelle spécialisé sur les métiers en tension. Donc, on va former des gens vers des métiers du BTP, vers des métiers de vente, vers des métiers d'administration. Et donc, du coup, chaque année, on forme plus de 2000 personnes à se réorienter ou s'orienter vers un métier où il y a des fortes demandes d'emploi. Et on est une cinquantaine de collaborateurs ici à Hachette. On est ici depuis 3 ans et du coup, très content d'être ici. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Fatma Chouayeb, je suis cofondatrice et CEO de Hello Charlie. Hello Charlie qui a ses locaux juste ici derrière vous. Nous, on est une start-up à impact, donc on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui œuvre sur le champ de l'orientation scolaire et professionnelle de manière à ne laisser aucun jeune sur le côté quand il s'agit de trouver, de construire son projet d'orientation scolaire et professionnelle. Et donc, concrètement, on accompagne les 12-30 ans dans la construction de leur projet professionnel, que ce soit à l'école, donc au collège, au lycée, dans les établissements post-bac, mais aussi en dehors de l'école pour les demandeurs d'emploi, les jeunes qui sont suivis par les missions locales, par les associations, et tout ça de manière innovante. Hello Charlie, aujourd'hui, c'est une équipe de 23 personnes, donc on est moitié moins nombreux que les équipes d'Upso, mais on se retrouve sur plein de thématiques, et notamment sur la mission. Merci à tous les deux pour cette présentation. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais demander vos réactions par rapport aux mains levées dans le public. Qu'est-ce que quelle impression ça vous donne justement qu'il y ait autant de personnes qui soient touchées par l'orientation scolaire, professionnelle et qui nous écoutent? Je trouve que ça fait beaucoup écho à ce qu'on vit nous au quotidien au sein soit d'Hello Charlie, soit d'Upso, je pense. Aujourd'hui, on voit que le monde du travail, il change très vite, les métiers évoluent. On n'est plus à même de faire toute sa carrière dans une même entreprise ou sur un même métier. Et donc forcément, on se pose beaucoup plus la question de changer, de savoir ce pourquoi on est fait. Et voilà, et ça se traduit forcément par beaucoup de mains levées. Et je pense qu'honnêtement, c'est une tendance de fond, comme on va en parler par la suite. Du coup, un chiffre pour déculpabiliser tout ça. En moyenne, un Français va changer 13 fois de métier dans sa vie. Et donc, ça peut être des transitions professionnelles, être dans le bureau d'à côté, changer de poste pour évoluer, ou alors tout simplement se reconvertir aussi et changer complètement de voie, donc 13 fois. Aux États-Unis, c'est 52. Voilà, donc il y a encore de la marge. Et donc, c'est très, très bien de s'orienter, de se réorienter. Nous, on a un petit slogan chez Hello Charlie, c'est la réorientation, c'est la vraie orientation. C'est le moment où on se pose sur soi, sur qui on est, ce qu'on aime faire, pour faire des choses qui nous ressemblent vraiment. Et donc, c'est indispensable de passer par ces étapes quand on sait qu'on n'a qu'une vie en plus. Génial, merci beaucoup pour ce partage. Donc au niveau de la conférence, on va découper ça en 3 parties. Dans la première, j'aimerais qu'on revienne justement sur le début de vos aventures entrepreneuriales, ce qui vous a amené à entreprendre. Alors de ton côté, Arnaud, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à lancer ta première entreprise, du coup Upso, et à entreprendre? Est-ce que tu peux revenir aussi sur ce que tu avais fait un petit peu avant? Ouais, donc moi en fait j'ai été diplômé d'une école de commerce, je suis sorti en septembre 2015.
J'ai fait ensuite 9 mois dans une entreprise de conseil et j'ai tout de suite monté UPSO après. Les déclencheurs vraiment de la création d'UPSO, je pense que ça a été déjà le fait de ne pas me sentir bien dans mon précédent métier, de métier de conseil, dans lequel je ne me retrouvais pas forcément dans la mission, dans le quotidien, dans ce que je voulais faire de ma vie. Et du coup, ça vous pousse à vous poser des questions. Et rapidement, pour moi, je me suis tourné vers quelque chose qui me parlait beaucoup plus, c'est-à-dire de porter un projet avec une mission qui me ressemblait et que je pouvais construire un peu à mon image. Et ça a été vraiment le déclencheur. Après, il y a plein de choses qui font que vous allez monter une boîte. Il faut avoir une petite aversion au risque, il faut un peu réfléchir. Il y a beaucoup de choses, mais ça a été vraiment le premier déclencheur. Ça a été le fait de faire un projet qui me ressemble à 100%. Et justement, par rapport à ça, Arnaud, donc tes évolutions, tes motivations, elles ont évolué dans le temps, du coup. Donc, quelles sont tes motivations aujourd'hui dans ce que tu fais? Alors, je pense que c'est peut-être un concept qu'on peut adapter à la réorientation et l'orientation et qu'on peut adapter à la création de boîte. C'est qu'en fait, c'est plus un process qu'un élément déclencheur. Vous n'allez pas vous réveiller un matin et vous dire ah, je veux créer une boîte, c'est bon, c'est ça, etc. Moi, c'était quelque chose qui a vraiment évolué dans mon esprit pendant quasiment 6 mois, que j'ai travaillé, que j'ai remis en question plusieurs fois. Et c'est plus un process qui, à la fin, vous fait dire, plus une phase de recherche qui, à la fin, vous fait entre guillemets, accoucher d'un résultat qui est celui de créer une boîte, mais qui demain peut se dire bah, ok, ce métier-là n'est plus pour moi, il faut que je change, et voici mon nouveau métier. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est plus une histoire de processus qu'un élément déclencheur où on se réveille un matin, quoi. Génial. Et de ton côté, Fatma, est-ce que ça a été la même chose? Est-ce que c'est un processus? Comment ça s'est passé? On peut résumer mon histoire par celle d'Arnaud, sauf que je mets 6 fois plus de temps que lui à tout faire. Donc, j'ai fait la même école qu'Arnaud, un peu plus tôt que lui. Donc, lui, il est sorti en 2015 et moi en 2011. Comme lui, j'ai fait du conseil, pas pendant 9 mois, mais pendant 4 ans. Comme lui, je me suis posé des questions sur l'entrepreneuriat et sur la manière d'entreprendre, mais pas 6 mois, mais plutôt pendant 6 ans. Donc j'ai une histoire qui ressemble beaucoup à celle d'Arnaud, sauf que tout prend plus de temps. Et au moment d'accoucher du projet entrepreneurial, j'ai accouché en même temps de ma propre fille, ce qui a beaucoup accéléré du coup l'émergence du projet entrepreneurial et le fait de créer ma propre boîte et en même temps de mener à bien aussi une vie familiale et une vie d'entrepreneur. Et donc globalement, pour revenir un petit peu à tout ça, donc quand j'étais en cabinet de conseil, je m'interrogeais beaucoup sur mes valeurs, ce qui faisait que mon quotidien était plus ou moins intéressant. Et du coup, le challenge de prendre le problème de l'orientation scolaire et professionnelle, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Voilà, donc ce problème de l'orientation, et j'avais pas forcément une idée de la solution ni de l'entreprise à créer autour de ça, ni d'ailleurs que ça allait être une entreprise, une association. Le moteur, c'était l'orientation scolaire et professionnelle, comment rien n'avait changé en 40 ans d'accompagnement des jeunes, comment c'était toujours les mêmes outils, les mêmes fiches métiers, les mêmes fiches formation, les mêmes sites sur lesquels on est aussi perdu à l'arrivée qu'à la sortie, y compris donc les salons étudiants que vous connaissez tous certainement. Et donc une forte envie d'innover, de proposer quelque chose de très nouveau, de très disruptif à partir de technologies qui émergent. Et en l'occurrence, chez nous, c'est l'agent conversationnel, que je n'ai plus à définir depuis que ChatGPT a été utilisé par tout le monde. Et du coup, voilà, c'est un mélange à la fois d'envie très forte d'apporter une solution disruptive au problème de l'orientation, d'innover par la technologie et de toucher massivement beaucoup de jeunes, et notamment les jeunes les plus en difficulté. C'est génial, Fatma, que tu en viennes justement au sujet de l'orientation scolaire et professionnelle, puisque c'est la prochaine question que j'allais vous poser, justement, pour savoir ce qui vous avait amené vers ce secteur-là. Et c'est en fait ce que vous partagez tous les deux au travers de vos aventures entrepreneuriales. Et alors, toi, Arnaud, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre dans ce domaine en particulier? C'est 100% de la conviction personnelle. Je faisais pas mal d'associatifs dans des associations d'éducation, notamment une qui s'appelle l'ESA, l'Entraide solidaire américaine, qui a d'ailleurs une antenne à Lyon et qui cherche d'ailleurs des bénévoles, où on donnait des cours à des enfants défavorisés. Et donc il y avait vraiment cette volonté de centrer mon projet entrepreneurial sur l'éducation. Après, les métiers en tension sont arrivés dans un second temps. Et je pense que ça fait pas mal écho à ce que tu as dit. Quand on commence, je m'étais dit, ok, c'est l'éducation avant tout. Peu importe la solution, c'est plus travailler autour de ça, autour de
de cette notion d'acquisition de savoir, de montée en compétences, de trouver quel va être notre prochain métier et d'avoir les bonnes compétences pour bien l'exercer. Et voilà. Et donc du coup, moi, il n'y a même pas eu de questions à se poser, c'était l'éducation. Je voulais faire quand même quelque chose d'assez innovant. Donc pour moi, il y avait la notion d'éducation à distance. Aujourd'hui, on fait du coup majoritairement du distanciel, même si de plus en plus on y revient et on essaie d'incorporer de plus en plus de présentiel. Et ensuite, sur les métiers en tension, je pense qu'à l'époque, j'ai été assez touché honnêtement de la faiblesse, notamment du modèle universitaire. On forme des gens souvent vers des métiers avec des compétences qui sont obsolètes. D'un côté, on rencontre des entreprises qui nous disent les gens ils sortent, mais en fait, ils n'ont pas les bonnes compétences. De l'autre côté, on voit des référentiels métiers qui sont apparemment assez hallucinants parce que complètement déconnectés du terrain. Et moi, c'était globalement ça qui m'avait vraiment marqué et qui m'a donné envie de travailler sur cette problématique des métiers en tension et de comment on fait pour y arriver, à savoir la formation professionnelle. Ok, et justement par rapport à ce que tu viens de nous partager, comment est-ce que vous avez fait pour adapter justement les formations à ce qu'on retrouve dans le monde professionnel et à ce qu'attendent les employeurs, puisque c'est un point que tu viens de souligner que je trouve très important. Ouais. Je pense que la clé, c'est de renverser la causalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de la formation professionnelle a été construit en se disant on forme des gens, peu importe ce qui va se passer. C'est un peu le modèle universitaire, honnêtement. Et nous, on va essayer de faire l'inverse, tout simplement. On va aller regarder ce qui se fait sur le terrain, on va aller voir ce qui se fait au niveau des entreprises. On va avoir une approche beaucoup plus directe, beaucoup plus, entre guillemets, réaliste. Et on va faire en sorte de concevoir nos programmes de formation par rapport à ça. Et donc, c'est tout simplement, en fait, de partir du terrain pour concevoir la formation, plutôt que de former quelqu'un en disant de toute façon il va trouver du travail parce que le marché de l'emploi embauche, ce qui aujourd'hui n'est plus forcément le cas. Même là, on a un taux de chômage qui a baissé, mais pendant des années on a eu un gros taux de chômage, notamment parce qu'il y a eu une forte inadéquation entre les compétences des gens et les compétences demandées par les entreprises. Et par rapport à ce que vous me disiez juste avant, donc les missions que vous partagez sociales du coup pour vos entreprises qui sont liées directement au secteur d'activité, moi j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez fait pour concilier ensuite ce côté mission sociale et rentabilité économique, aussi la santé financière d'une entreprise. Et donc Arnaud, comment vous avez fait vous de votre côté chez Upso? Honnêtement, on n'y réfléchit pas trop. On se dit pas comment on fait pour concilier les deux. On se pose plutôt la question de savoir comment on fait pour apporter de la valeur. Et pour nous, apporter de la valeur, c'est de former des gens pour que derrière, ils ont un métier. Et on sait que si on le fait bien, derrière, le chiffre d'affaires qui va en découler va forcément monter. Et donc je pars du principe que si on arrive à bien faire notre mission, qui est une mission qui a forcément, entre guillemets, un impact social, dans le sens où on aide des gens potentiellement à retrouver le métier vers lequel ils voulaient aller, si on le fait bien, derrière, l'aspect économique va suivre. Voilà. Après, au quotidien, forcément, on doit suivre, on doit avoir une sorte de réalisme. Mais voilà, c'est plus bien faire notre mission et derrière, forcément, l'aspect économique suivra quoi qu'il arrive. Je peux rebondir. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes réalités chez nous, du coup, parce que donc, le twist de Upso, qui est génial, donc, pour acquérir des compétences, il faut se former, donc c'est un organisme de formation. Voilà. Et donc, le marché existe et il représente des milliards d'euros en France tous les ans, ainsi que dans le monde. Et donc ça, c'est chouette quand on a une mission pour laquelle le marché est là et se compte en milliards d'euros. Donc, si j'ai un conseil à vous donner... Choisis bien le marché. Bien choisir son marché. En ce qui concerne l'orientation scolaire et professionnelle, c'est un peu différent parce que le marché change, bouge, évolue et on se pose la question de ce marché et de l'existence de ce modèle économique tous les jours. Et donc, on est très concentré sur la valeur qu'on apporte à nos bénéficiaires parce que c'est notre premier moteur, c'est notre première mission. Mais c'est quelque chose qu'il faut concilier avec la performance économique de l'entreprise et c'est un sujet de tous les instants. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on ne veut pas faire payer et faire porter du coup la pérennité de notre modèle économique aux bénéficiaires pour lever tous les freins d'égalité d'accès au meilleur de l'accompagnement à l'orientation scolaire et professionnelle. Donc on est sur un challenge où il faut trouver du coup, les bénéficiaires pour avoir du coup, cet accompagnement à l'orientation, mais faire payer d'autres personnes.
Et donc tous les jours, on se pose la question, qui sont ces gens qui vont payer? Est-ce que c'est les établissements scolaires, les collèges, les lycées, les établissements du supérieur? Quand on connaît leurs moyens, et notamment dédiés à l'orientation, c'est un sacré challenge, je vous le confirme. Est-ce que c'est les collectivités? La compétence des collectivités évolue beaucoup, j'allais dire d'un président à un autre, d'une réforme à une autre. Depuis 2018, voilà, les choses ont changé. Avant, il y avait les conseillers d'orientation, que vous avez peut-être tous connus au lycée, qui n'existent plus, qui ne sont plus des conseillers d'orientation. Maintenant, la mission d'orientation, c'est plutôt chez les profs. Les profs, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas équipés pour ça. Et du coup, c'est des choses qui bougent au niveau de la loi, tout simplement. Et donc, nous, on est soumis à ces changements aussi. Est-ce que ça va être les entreprises? Mais les entreprises ne sont pas directement concernées par l'orientation, ou elles le sont indirectement. Elles sont plutôt concernées par la formation. Donc, elles peuvent payer pour Arnaud. Mais elles sont moins directement conseillées par l'orientation, même si c'est nous qui faisons que Arnaud a des gens à former. Voilà, donc c'est indirect. Donc, la question de concilier le modèle économique avec l'impact social, c'est une question que nous, on se pose au quotidien et que d'autres se posent aussi sur ce sujet-là. Donc, créer un organisme de formation, c'est le bon plan. C'est vrai que nous, on a la chance d'avoir un marché qui est conséquent, où en fait, la mission est très intimement liée à la réussite économique. Donc, c'est vrai que c'est peut-être plus facile, en effet. Justement, en rapport avec la mission, Fatma, de votre côté, je sais que vous avez passé un cap aussi, c'est-à-dire que Hello Charlie est devenue entreprise à mission. Donc, est-ce que tu peux nous partager ce que ça représente et quels enjeux il y a derrière aussi pour vous en matière de développement? Un peu plus que ça, parce que donc aujourd'hui, Hello Charlie est une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec l'agrément ESUS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilité sociale passe avant tout. Cette mission d'utilité sociale passe avant même des questions de rentabilité, de performance économique, de chiffre d'affaires. Sauf qu'on sait bien, hein, sans performance économique, il n'y a plus d'utilité sociale non plus, parce qu'on ne pourrait plus exister. Bref, donc tout ça pour dire que c'est une démarche qu'on a entamée il y a 1 an collectivement avec du coup tous les collaborateurs de l'entreprise. On s'est posé ici, là-haut, dans une salle, toute une journée avec un accompagnement sur la question de la mission, des valeurs qui nous réunissent, pour faire en sorte de toucher un maximum de jeunes et de leur apporter le meilleur de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc ça a été un processus long qui a réuni l'ensemble des collaborateurs pour définir cette mission et ses valeurs. Et ensuite, ça a été un processus un peu plus administratif pour voilà, déposer le dossier et obtenir l'agrément qui fait qu'aujourd'hui, tout est clair dans ce qu'on fait, dans ce qu'on déploie au quotidien, pourquoi on le fait. On a de la chance chez nous parce qu'on ne se pose pas la question de pourquoi on est là tous les jours. Et ça, c'est un vrai luxe. Génial. Et cet agrément, du coup, en termes d'enjeux, il vous apporte quoi? Il vous apporte une crédibilité, un soutien? Ça représente quoi pour vous? Le bénéfice direct, c'est surtout vis-à-vis de nos interlocuteurs, donc les collèges, les lycées, les associations, les collectivités, de se présenter en tant qu'acteur de l'ESS avec cet objectif d'utilité sociale. C'est quelque chose qui donne, oui, une légitimité, une crédibilité, et ça passe mieux que l'entreprise capitaliste diabolique. Voilà. Et sinon, ça ouvre aussi des possibilités de financement, des possibilités d'accéder à des marchés à impact, qui commence à monter timidement. Mais oui, c'est la possibilité aussi d'accéder à ce type de financement. Très bien. Et du coup, maintenant qu'on a pu dégrossir un petit peu ce que vous avez pu faire, connaître un peu plus votre parcours et qu'on en sait plus sur UPSO et Hello Charlie, je vous propose qu'on passe sur l'orientation scolaire et professionnelle et qu'on creuse un petit peu ce gros sujet. Et du coup, pour ça, je vous propose qu'on commence par une question qui est toute simple, c'est de redéfinir en fait les termes d'orientation et de réorientation. Alors Fatma, toi, comment est-ce que tu définirais l'orientation? Du coup, l'orientation, c'est pas uniquement trouver sa voie, c'est une démarche d'acquisition de compétences à s'orienter. Et du coup, d'être en posture tout au long de sa vie, de se demander qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, quels sont mes points forts, de pouvoir faire une introspection sur soi, de s'ouvrir sur les voies, qu'est-ce qui existe comme métier, comme secteur d'activité, comme formation, qu'est-ce qui va exister demain, d'être toujours en mesure de s'interroger sur l'existant et la découverte du monde, de toutes les possibilités.
Et puis ensuite, c'est de savoir faire un choix. C'est pas évident, c'est pas forcément donné à tout le monde de choisir, de décider, de renoncer. Et du coup, le fait de passer à l'action, ça fait aussi partie de l'orientation. Donc c'est 3 choses: se connaître, s'ouvrir aux voies et savoir faire des choix. C'est tout ça de l'orientation, et de pouvoir le cultiver tout au long de la vie, dans des moments aussi d'inconfort professionnel, pour ressortir cette carte-là, et ensuite bouger au moins 13 fois. Génial. Bah, ce que je retiens, moi, c'est surtout cette démarche proactive. Je trouve que c'est super important et que c'est le point de départ qu'on arrive parfois peut-être pas assez à transmettre aux jeunes générations, justement, que vous adressez. De ton côté, Arnaud, pour la réorientation, comment est-ce que tu définirais ce terme? Moi, je vais essayer d'englober 2 choses. Un, c'est, on parle souvent de reconversion, au sens où les gens changent complètement de secteur d'activité ou ce genre de choses. On a aussi chez nous de plus en plus de personnes qui sont plutôt en évolution professionnelle, donc des gens qui vont rester dans un secteur d'activité, mais qui vont peut-être juste bouger d'une case, monter d'un cran, etc. Et ça, souvent, ça demande une démarche d'acquisition de compétences, une démarche d'apprentissage, un processus, encore une fois. Ensuite, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on va plutôt traiter des personnes adultes. Donc, c'est des personnes qui, généralement, ont une vision à peu près de là où ils veulent aller. Et nous, notre rôle, et ce qui est vraiment très important dans la partie réorientation, c'est de lever les freins à l'action. Et ça, c'est un gros sujet, parce que lorsque vous êtes déjà en place, et c'est normal, vous êtes déjà dans un travail, vous avez une sorte de quotidien, de confort qui peut un peu s'installer. Et c'est vrai que le fait de changer, de se poser la question et après de passer à l'action est quelque chose d'assez complexe. Et du coup, on va travailler sur beaucoup de choses, et c'est tout l'aspect de la réorientation. Il y a à la fois le fait de se poser la question, et après il y a le passage à l'action qui va demander la validation d'un financement, d'être sûr de ce qu'on veut faire, une démarche de recherche qui généralement est quand même difficilement conciliable avec une vie pro et personnelle. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses, et honnêtement, je suis vraiment convaincu qu'en effet, c'est un processus qui prend du temps, c'est normal que ça prenne du temps. C'est normal d'hésiter, et à la fin, voilà, ça peut déboucher ou pas sur une action d'ailleurs, c'est pas une obligation, mais ce processus, il est vraiment important, il faut l'avoir en tête. On se lève pas un matin en disant qu'on veut changer de métier ou qu'on veut juste évoluer professionnellement. Je voulais revenir sur un point, justement. On voit bien que du coup, vous adressez pas les mêmes cibles. De ton côté, Arnaud, je suppose que tu as une vision aussi assez claire du marché de l'emploi et de ses évolutions. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent justement sur ce marché et des évolutions que toi, tu vois venir? Oui, il y a des grosses évolutions de fond. On va pas tous les refaire, mais les principales, c'est forcément le fait qu'aujourd'hui, les métiers évoluent très vite, les secteurs évoluent très vite. Et donc, en fait, les personnes, pour continuer à être employables, doivent être dans une acquisition quasiment constante de compétences. On parle beaucoup de formation continue. Aujourd'hui, les gouvernements, que ce soit français d'ailleurs, mais même européens, voire même mondiaux, mettent énormément l'accent sur ça. On parle beaucoup en anglais notamment de skill gap, donc le fait de combler un déficit de compétences. Donc ça, c'est ce côté-là. Et aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que vous n'allez probablement pas faire le même métier dans 5 ou 10 ans, ou en tout cas pas de la même manière, pas avec les mêmes outils, pas avec les mêmes processus, et que ça demande forcément une sorte de démarche d'esprit qui est différente de celle de nos parents, où en fait, globalement, l'avenir était tout tracé et ils savaient où est-ce qu'ils allaient être dans 30 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aujourd'hui, c'est que le marché du travail est en pénurie de main-d'œuvre, énormément. On a des secteurs sur lesquels on n'arrive pas du tout à recruter parce qu'on n'a pas assez formé, parce qu'il y a un manque d'attractivité. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose de fond qui va encore durer pendant 10 ou 15 ans. On parle de centaines de milliers, par exemple, de soignants à recruter d'ici à 2030. Pareil dans le BTP, où on va avoir même des majors du BTP qui ont des salaires attractifs, elles ont du mal à recruter. Donc ça, c'est la deuxième tendance de fond. Et la troisième, c'est forcément qui va avec les deux, souvent, c'est le fait que les gens changent de plus en plus de métiers, font très attention à autre chose que juste le salaire, mais aussi à la notion de mission, de sens, à la marque employeur. Et ça, il y a un vrai sujet là-dessus, parce qu'on voit quand même beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore compris comment ça fonctionnait aujourd'hui, comment les nouvelles générations fonctionnent.
qui commencent à s'y mettre. Et ça, c'est une vraie tendance. Et je pense que d'ailleurs, c'est une excellente tendance parce que ça va forcer les employeurs à renverser du coup la causalité et à faire en sorte que du coup, ça soit demain les travailleurs, les personnes qui cherchent de l'emploi, qui soient plutôt en position de force et qui soient demandeurs d'avoir une marque employeur, une mission qui soit vraiment assumée et surtout qui soit réelle de la part des entreprises. Justement, par rapport à ce que tu viens de me dire et les éléments sur lesquels tu termines, je pense que ça fait écho à ce que tu fais aussi, Fatma, les volontés des nouvelles générations. Est-ce qu'il y a des tendances aussi révélatrices, des choses que ces nouvelles générations elles viennent chercher sur le marché de l'emploi, qui sont différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant? Oui, j'ai l'impression quand même. Moi, ça fait 10 ans que je fais passer des entretiens de recrutement. Et du coup, on voit bien cette évolution des aspirations des jeunes dans le monde professionnel. Et je pense qu'on y est déjà, en fait, de ce que tu décris, sur le changement de rapport de force quelque part. Ouais, c'est assez flagrant. Il y a différentes choses qu'on voit. Le mot-clé, c'est peut-être la liberté. La liberté de venir, de repartir, de se former, de bouger, de changer, de commencer, de s'arrêter, de définir ce qu'on fait et de rebrousser chemin si ça ne nous plaît pas. Voilà, donc on est face à des générations qui sont de plus en plus libres et c'est certainement très bien. On a aussi des tendances de fond sur tout ce qui est préoccupation majeure autour de la transition écologique et de la recherche de sens, comme tu le décrivais. Du coup, ce qu'on appelle le why, c'est super important. Et si ce n'est pas embarqué de façon vraie, transparente et honnête par les entreprises, ça se sent, ça se voit, et du coup, les jeunes fuiront. Un discours qui n'est pas aligné avec des actes, c'est des choses qui ne marchent plus aujourd'hui. Et puis enfin, on a tendance à dire que les jeunes, ils veulent plus forcément, enfin, ils mettent plus l'argent en haut des priorités, mais en fait, ça change pas, ça bouge pas. Nous, on pose très très vite la question aux jeunes de qu'est-ce que tu mets derrière réussite professionnelle? C'est quoi pour toi réussir professionnellement? Et bien, gagner de l'argent, c'est toujours là. C'est très très bien aussi, puisque le travail, ça a aussi une certaine valeur, et donc le salaire en face, c'est aussi important. Et donc, ça, pour le coup, c'est des choses qui bougent pas. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres critères qui intéressent vraiment les jeunes, comme le salaire que tu viens de mentionner? Le salaire, le sens, la liberté, globalement, c'est ça. Et du coup, Arnaud, par rapport à ça, est-ce que c'est des choses que tu retrouves chez les employeurs ou c'est des choses que tu sens qui manquent à certains employeurs? Oui. Factuellement, quand on va avoir des grandes entreprises, notamment des ETI sur des secteurs, notamment du BTP, de l'industrie, on sent qu'ils ont encore du mal à appréhender le sujet du changement de paradigme, dans le sens où aujourd'hui les gens vont en effet chercher plus de sens, des conditions de travail, ce genre de choses. Après, honnêtement, ça évolue très positivement et ça, on va dire que c'est un des aspects positifs du Covid, dans le sens où ça a tellement impacté l'emploi, ça a tellement impacté aussi les comportements sur le marché du travail, qu'aujourd'hui on voit quand même des employeurs de secteurs, on va dire, un peu passéistes, qui commencent à prendre conscience que s'ils ne changent pas leur manière de faire, ils n'arriveront plus à recruter et que s'ils n'arrivent plus à recruter, en fait, ils vont tout simplement perdre du chiffre d'affaires. Donc voilà. Donc il y a la logique économique derrière qui prévaut, mais au moins derrière ça a une influence, c'est-à-dire que ça va modifier les comportements. Et moi je le vois honnêtement de plus en plus, où vraiment déjà en 3 ans, on a des entreprises qui basculent sur le sujet parce que tout simplement ça touche au quotidien, ça touche au business, et on va dire que c'est une tendance qui honnêtement va s'accélérer au cours des prochaines années. Très intéressant. Et par rapport à ce qu'on disait aussi, moi j'aimerais avoir votre avis respectif sur un sujet, c'est que vous adressez pas du tout les mêmes personnes. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, dans un monde où il y a énormément d'accompagnement auprès des personnes qui sont bénéficiaires, utilisatrices de vos services, comment est-ce que vous faites pour accompagner les personnes sur les sujets d'orientation, de réorientation, de bout en bout? Et donc, qu'est-ce que vous mettez en place dans chacune de vos structures? Pour nos bénéficiaires, c'est ça, oui. En fait,
On peut se compléter très très bien avec Arnaud, enfin avec Opso, je veux dire. Donc non, ça se complète. On ne touche pas les mêmes bénéficiaires, en tout cas pas au même moment de leur parcours, mais dans les 12-30 ans, il y a certainement les 16-30 ans ou 18-30 ans qui peuvent être concernés par les formations de Opso. Et donc c'est un moment donné du parcours utilisateur, de l'expérience utilisateur, en tout cas du bénéficiaire, qui fait qu'il va être touché par Hello Charlie d'abord en amont, quand il se pose des questions, quand il a peut-être aucune idée de ce qu'il va faire plus tard ou comment il va s'orienter. Et puis ensuite, une solution comme Hello Charlie peut très très bien déboucher sur une prescription comme celle d'une formation chez Opso pour des métiers en tension, que ce soit dans le secteur du bâtiment ou de l'aide à la personne, ou voilà, enfin tous ces métiers en tension sur lesquels il est très très nécessaire de recruter et donc de former. Nous, c'est vrai qu'on va plutôt arriver du coup, en phase 2, c'est-à-dire lorsqu'une personne elle a quand même un projet qui va être suffisamment abouti. Après, c'est une bonne question parce que c'est un peu dans notre vision. Honnêtement, aujourd'hui, on ne le fait pas encore, on commence à le faire. C'est de se dire qu'on a de plus en plus de gens qui arrivent en effet en avance de phase, donc plutôt au niveau de l'orientation, au niveau du choix de la formation. Et on a quand même pour vocation de créer de plus en plus de contenu ou de faire des passerelles avec des acteurs comme Hello Charlie ou des acteurs du bilan de compétences pour proposer des solutions complémentaires. Nous, on ne le fera pas directement parce qu'honnêtement, ce n'est pas notre cœur de métier. Mais on va dire que si on se projette à 2 ou 3 ans, on a pour volonté de dire que quel que soit le niveau de maturité de la personne, on est capable de lui apporter une solution. Dans certains cas, cette solution, c'est nous. Donc, c'est dire, tu es mature sur ton projet, on peut t'aider à du coup passer à la phase de la formation. Ou dans un autre cas, tu n'es pas assez mature de ton projet. Et on travaille du coup avec des partenaires, soit d'orientation, de bilan de compétences ou autres, pour pouvoir travailler cette partie-là. Et une fois que tu seras assez mature, peut-être que tu reviens vers nous. Voilà. Nous, on a cette partie-là, mais c'est vrai que sur la partie expertise, accompagnement en amont, honnêtement, c'est là où c'est moins notre cœur de métier. Et justement, sur la partie après, une fois qu'une personne fait appel à UPSO, qui fait une formation, jusqu'où vous allez accompagner cette personne, vous Arnaud? Le parcours idéal, c'est jusqu'à l'emploi, en fait. On a la chance, on est sur des métiers en tension, donc à la fin, les gens ont quand même un taux d'insertion qui est facilement atteignable. Nous, ce qu'on constate, c'est que on aide à la prise de décision. C'est-à-dire que souvent, on a des gens qui arrivent et qui sont dans une phase où ils savent quel métier éventuellement ils aimeraient faire, et ils ont une vision assez vague de quoi ils ont besoin pour y aller. Donc, comment ils vont obtenir un financement, parce que ça, c'est un gros sujet forcément dans la formation professionnelle. Combien de temps va durer la formation, comment ça se déroule un peu sur le secteur d'activité. Et nous, c'est là où on va pouvoir l'accompagner, lui lever les freins et en fait l'inciter. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, comme le monde de la formation professionnelle est un truc un peu abscon, c'est une sorte de nébuleuse, on ne sait pas trop à quoi on a le droit, comment on peut faire, etc. Alors qu'il existe plein de dispositifs qu'on peut mobiliser, et c'est là-dessus où nous, on va quand même avoir une expertise qui est très forte. Et ce que je vois dans ce que tu nous partages, c'est justement un lien entre cette incitation que vous faites et ce que chez Hello Charlie, tu nous partageais aussi tout à l'heure auprès des jeunes générations, cette proactivité qu'on essaie de leur transmettre aussi sur l'orientation. Je trouve que c'est un point qu'on retrouve. En préparant cette conférence, vous m'aviez aussi partagé 2 éléments, donc des chiffres importants sur les marchés de l'emploi et de l'orientation. Donc pour toi, Fatma, c'était 1 jeune sur 2 se réoriente. J'aimerais savoir ce qu'il évoque ce chiffre pour toi et ce qu'il représente aussi. En fait, c'est encore plus précis que ça. En première année post-bac, donc j'ai fait ma terminale, j'ai eu mon bac. En septembre, je suis dans une formation. Je peux faire partie des 50% de jeunes qui, l'année d'après, ne feront pas cette formation-là et se seront réorientés. C'est 1 sur 2 après Parcoursup, donc après avoir fait tout ça, qui se réorientent. C'est énorme. Ça montre en fait tout le manque d'accompagnement qu'il y a pu avoir en amont sur la préparation du projet professionnel, le matching du coup avec le projet de formation, le projet d'accompagnement, et on se retrouve du coup avec parfois des taux encore plus délirants sur certaines formations, comme en droit, en STAPS, où on a 70% des étudiants qui ne continuent pas en 2e année en fait. Et donc tout le travail en amont qu'on peut faire
qu'on peut engager dès le lycée, dès le collège parfois, pour ouvrir sur le champ des possibles, travailler sur la faisabilité de mon projet professionnel et l'adéquation du coup de ce projet avec mes vraies motivations, c'est là où il y a où ça pêche. C'est là où il n'y a pas beaucoup de moyens. Voilà. Je te rejoins parfaitement sur ce point, Fatma, parce que personnellement, j'ai pas été vraiment touché par ce souci de réorientation, même si j'ai changé d'objectif professionnel, j'ai toujours pu passer d'une branche à l'autre pour y arriver. Mais au contraire, j'ai ma petite sœur qui s'est orientée 2 fois du coup, et qui est encore touchée par ce phénomène-là, puisqu'elle est dans une formation qui lui plaît pas vraiment, et elle continue quand même pour avancer. Et je me rends compte qu'il y a un manque d'accompagnement qui est conséquent, et qu'en fait, il y a des formations dont on lui avait même pas parlé, et qui correspondaient en fait à ce qu'elle voulait faire plus tard. Des témoignages comme ça, on les a tous les jours, et notamment là, dans la phase de Parcoursup, de mon master, etc. Donc mais ça touche un jeune sur deux, donc il faut pas se sentir seul, quoi. C'est un phénomène de masse. De ton côté, Arnaud, du coup, la statistique que tu m'avais partagée, c'est 60% des actifs souhaitent changer de métier ou vont changer de métier. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque? Pourquoi ce chiffre, il est important pour vous? Bah, par rapport à tout ce dont on vient de dire, je pense que déjà ça permet on va dire, de désacraliser le fait de vouloir changer de métier, de le déculpabiliser. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relativement commun en fait. Voilà, changer de métier, se poser des questions, essayer de trouver la bonne adéquation entre ce qu'on veut faire et notre vie professionnelle. Après, c'est une tendance honnêtement qui va rester parce qu'aujourd'hui, forcément, les gens cherchent du coup la bonne adéquation vie professionnelle, vie personnelle, et que voilà, c'est une tendance qui va rester. Pour nous, forcément, c'est intéressant parce qu'on est capable il y a un gap à combler généralement de compétences. Et plus globalement, ça pose quand même pas mal de questions au niveau sociétal. On a quand même aussi, après on aura dans un côté plus politique, mais on a quand même des modes de financement de sécurité sociale, etc., qui sont basés énormément sur les cotisations des actifs et des emplois. Et en fait, on a un vrai enjeu de société à faire en sorte de positionner la bonne personne au bon endroit. Donc ça passe en effet par savoir ce qu'on veut faire, donc l'orientation, quel que soit l'âge. Et après, c'est trouver les bonnes formations dans le bon emploi pour permettre derrière d'assurer, on va dire, une sorte de continuité de notre modèle social. Donc voilà, c'est des enjeux qui sont honnêtement qui sont passionnants, qui émergent depuis une dizaine d'années, qui ont été renforcés énormément par le Covid et sur lequel voilà, on va pouvoir acter les 10-20 prochaines années. Là, voilà, le gouvernement va bientôt annoncer la réforme de France Travail, ça fait partie de toute cette réflexion-là. Et c'est intéressant parce que du coup, demain, vous allez avoir encore plus de possibilités de changer de métier, d'évoluer, de changer de secteur. Et j'espère du coup qu'on arrivera à accompagner ces personnes-là, nous personnellement, et aussi tous les services publics. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur ce que tu as dit au départ, le fait que c'est en train de se démocratiser en fait ces sujets-là. Aujourd'hui, à travers les personnes que vous accompagnez respectivement, est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours mal vu, que les mentalités évoluent, vis-à-vis de la réorientation et du changement d'horizon? Tout dépend de son milieu d'origine, en fait. Voilà. Plus c'est un milieu favorisé, moins c'est tabou, et inversement. Il y a des milieux où c'est apparenté à de l'échec. On n'a pas le droit de se tromper. On ne peut pas recommencer. On manque de moyens aussi pour ça. Donc, c'est moins autorisé que quand on vient d'un milieu favorisé, où là, on peut changer autant de fois qu'on veut parfois. Et donc, voilà. Donc, là-dessus, on n'est pas tous égaux face à la possibilité de se réorienter. Bah, ça fait un peu écho à ce que Fatma vient de dire. Nous, on est dans un milieu plutôt, on va dire, start-up, où les gens n'ont aucun problème à changer de métier, à changer d'employeur facilement. On a quand même des entreprises où c'est un peu plus tabou et où c'est des processus qui peuvent prendre plusieurs années. Voire même chez nous, on a des gens qui disent je rêve de devenir infirmière depuis 15 ans et on ne passe pas forcément à l'acte. À la fois, je pense, par en effet pression familiale, aussi par peur de savoir est-ce qu'on va pouvoir y arriver, est-ce qu'on va être suffisamment accompagné.
Donc voilà, ce qu'on constate quand même, c'est que ça devient de plus en plus commun. Mais sur des anciennes générations, c'est moins vrai. Moi, personnellement, par exemple, quand j'ai dit que j'ai arrêté mon travail de conseil pour monter une entreprise, j'ai ma voisine qui avait 60 ans qui m'a demandé si j'étais pas dingue, quoi. Donc voilà, elle disait mais je comprends pas, t'as ton CDI, ton salaire, pourquoi tu fais ça avec ce discours un peu culpabilisant. Bon, honnêtement, faut pas en tenir compte, quoi. Mais du coup, ça existe encore. Et justement, il y a des pressions autour de ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous faites pour être identifié comme un tiers de confiance justement par les personnes que vous adressez, puisque il y a des pressions autour d'eux. C'est un sujet qui est encore parfois tabou. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place justement sur ce sujet-là? Faites-moi de votre côté. Deux choses. D'abord, nous, on aura réussi le jour où les jeunes seront capables d'argumenter face aux adultes référents autour d'eux, donc tous ceux qui les accompagnent financièrement, par exemple, dans la réalisation de leur projet, d'argumenter leur projet professionnel, de commencer par eux, qui ils sont, ce qu'ils aiment faire, pourquoi ce choix de métier, pourquoi ce choix de formation, et de démontrer en fait quelque part que c'est un projet construit, argumenté. Et donc, c'est ça la clé pour nous, c'est de redonner le pouvoir aux jeunes sur l'explication de ce projet d'orientation. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on accompagne les jeunes, mais on s'adresse aussi beaucoup aux gens qui sont autour d'eux, parce que les prescripteurs de l'orientation sont très très forts. C'est d'abord les parents, c'est ensuite les profs, les enseignants qui sont autour des jeunes, et c'est aussi les autres jeunes autour des jeunes, donc le cercle amical, le cercle familial, etc. Et donc c'est très important de considérer le jeune dans son écosystème pour pouvoir faire pression et ressortir avec un projet d'orientation bâti et prêt à être mis en œuvre. Et justement, qu'est-ce que vous mettez en place pour toucher l'écosystème de ces jeunes, vous faites? On parle directement aux familles, on s'adresse aussi aux enseignants, c'est-à-dire qu'on crée des outils pour eux. Donc l'application qu'on a, Hello Charlie, on a la même version pour les profs, pour les enseignants au collège et au lycée, pour pouvoir suivre leurs élèves, pour pouvoir engager des discussions avec eux sur des sujets de fond, pour animer des séances autour de l'orientation. Et donc on équipe et on forme les enseignants autour des jeunes. Arnaud, de ton côté? Nous, il y a deux enjeux. C'est forcément, on va dire, désacraliser, démystifier le fait de reprendre une formation via des chiffres, comme on l'a évoqué, via des témoignages, via ce genre de choses. C'est de montrer aux gens que voilà, ça existe, c'est normal, c'est quelque chose de normal de se poser des questions, d'avoir ce processus tout le temps de réflexion, de savoir si on est au bon endroit. Et ensuite, de deux, nous, on a vraiment une démarche de simplification. C'est-à-dire que le passage à l'acte et le fait d'arriver jusqu'à la formation puis après l'emploi, il peut être très long, il peut être aussi coûteux. Et nous, on a un enjeu de simplifier les démarches et de montrer aux gens que c'est faisable et qu'on va les accompagner dedans. Donc voilà, c'est ça, c'est désacraliser et simplifier au maximum le processus qui peut paraître souvent assez long, fastidieux et un peu nébuleux. Justement, au niveau de ces démarches, c'est quelle démarche en particulier dont tu nous parles? Le premier, c'est la première démarche, c'est essayer de comprendre quelle est la formation la plus adaptée à ce dont ils ont besoin. Donc c'est est-ce que une formation courte, une formation longue, est-ce que c'est parfaitement en adéquation avec leur projet professionnel? Et après, il y a souvent la démarche du financement, c'est-à-dire que reprendre une formation, c'est coûteux. On parle généralement de choses qui vont coûter plusieurs milliers d'euros. Et c'est vrai que nous, comme on s'adresse à des métiers en tension, on a forcément des personnes qui honnêtement n'ont pas toujours l'argent, voire même quasi exclusivement jamais l'argent pour le faire. Et donc nous, on a entre guillemets cette obligation de mobiliser les bons outils de financement disponibles auprès des bénéficiaires. Et en fait, aujourd'hui, s'ils ne passent pas par nous, ils ne peuvent quasiment pas le faire. Pourquoi? Parce que si vous allez sur le site du ministère du Travail et vous tapez financement de formation, vous avez 50 dispositifs, des pages longues, on comprend globalement rien, honnêtement. Et nous, en fait, ça fait des années qu'on le fait. Et honnêtement, même au début, on ne comprenait pas quelle était la possibilité pour quelqu'un de mobiliser un financement. Aujourd'hui, on est capable de le faire. Et c'est vrai que ça apporte une sorte de révélation, voire de soulagement pour les personnes, de savoir, de dire, très bien, c'est possible de mobiliser ça. Donc c'est possible de le faire. Maintenant, quelle est la décision que je vais prendre? Est-ce que c'est maintenant, pas maintenant? Et voilà. Et après,
c'est le choix de chacun de le faire ou de ne pas le faire. Et là-dessus, si je donnais juste une astuce que j'ai découvert tout à l'heure avec une personne de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes finance pratiquement tous les projets de formation. Si vous avez un projet de formation, que vous êtes demandeur d'emploi, inscrit ou non à Pôle emploi, vous pouvez ne pas être inscrit mais être demandeur d'emploi, vous allez à la région et vous financez votre formation. Et en plus, vous pouvez presque toucher un salaire tous les mois pour ça. Ouais, je vais préciser du coup en tant qu'expert de la formation, mais aujourd'hui sur le budget de 32 milliards de la formation professionnelle, seulement 10 milliards va aux organismes de formation. Le reste, c'est du défraiement, du compensation de salaire. Donc en fait, tous ici dans la salle, vous avez quelque part une petite cagnotte qui dort, que ce soit basiquement votre compte CPF, mais aussi peut-être Pôle emploi, une branche professionnelle, si vous êtes indépendant, le FAF, enfin je ne vais pas tous les citer, sur lequel que vous pouvez mobiliser, à la fois qui va venir payer la majorité ou la totalité des frais de formation et qui va compenser votre salaire. Voilà, je pense que ça on peut le dire, on est quand même dans un pays ou un beau pays où du coup on vous finance assez facilement des formations. Le tout est de trouver son chemin dans le labyrinthe et nous c'est ce qu'on arrive à faire. Donc c'est une expertise que vous avez gagnée au travers du temps en fait, Arnaud. Donc ce que tu nous évoques là. À force de lire Légifrance et le site du ministère du Travail, on a réussi à décrypter un peu ce qui se passait, quoi. Je vous propose, comme l'heure tourne, qu'on passe à la troisième partie. Donc j'ai quelques questions sur vos activités spécifiques. Donc une pour toi Fatma, une pour toi Arnaud, avant qu'on finisse par quelques petits conseils pour le public, notamment pour l'événement qui va suivre. J'ai donné le plus gros conseil là. Fatma, de ton côté, la question, ça va être, selon toi, pourquoi Hello Charlie, c'est le meilleur outil pour adresser les jeunes générations? Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place, les 3 facteurs clés par exemple que vous auriez? Oui, en effet, c'est le meilleur outil. Je ne peux pas dire le contraire. Donc, il y a des choses qui sont très, très importantes. C'est de parler aux jeunes là où ils se trouvent. Et donc, la particularité d'Hello Charlie, c'est d'être très, très, très présent sur les réseaux sociaux préférés des jeunes, y compris sur les plateformes de gaming. On est sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram. On est sur Twitch, sur Discord. On a créé la première communauté orientation sur Discord. Donc, pour les gamers, c'est certainement quelque chose que vous connaissez. Et donc, on va voir les jeunes là où ils sont pour s'adresser à eux dans leur manière d'échanger, de s'informer. Donc, les jeunes ne regardent plus la télé. Et donc, c'est là qu'on va les chercher et qu'on leur parle d'orientation autrement. Autrement comment? Dans leurs termes, avec des témoignages de professionnels, des choses vraies. On leur montre la vérité. On va casser les idées reçues sur des secteurs d'activité, des formations, des métiers, en disant, en levant quelque part le rideau sur ce qui se passe vraiment au sein de ces métiers-là. Et puis enfin, en leur donnant des clés concrètes pour passer à l'action. C'est le passage à l'acte qui est très très important. Comment avoir plus confiance en moi, en mon projet professionnel, pour ensuite passer à l'action dans la concrétisation de ce projet. Et donc travailler sur le CV, la lettre de motivation, la préparation des entretiens, bosser son projet argumenté pour ses parents, les recruteurs, les futurs employeurs. Donc ça, c'est des choses concrètes qu'on apprend à faire à travers l'application Hello Charlie. Et c'est ça que recherchent vraiment les jeunes pour passer à l'action. Arnaud, de ton côté, j'avais une question sur quelque chose qu'on a évoqué auparavant. C'est justement cette difficulté des employeurs à toucher les personnes qui sont justement en recherche d'emploi et qui pourraient combler les manques de main-d'œuvre sur les métiers en tension, par exemple. Vous, c'est quelque chose que vous avez appris à faire chez UPSO. Quelles sont vos bonnes pratiques justement pour réussir à trouver des personnes qui sont en phase de réorientation? Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est globalement l'enjeu de la quasi-totalité des organismes de formation, c'est de trouver des personnes qui veulent se former. Historiquement, comment font les employeurs? Ils vont voir l'agence Pôle emploi et ils leur refilent les clés du camion et puis voilà, ils attendent les profils qui arrivent sur la plateforme. Plus souvent, ils font des salons d'école, ce genre de choses. Nous, on va assez peu faire ça. On va plutôt travailler sur l'acquisition online. C'est-à-dire qu'on a
on a pour conviction de se dire que la personne, lorsqu'elle recherche une formation, en fait, elle ne va pas tant rechercher un organisme de formation, mais justement, elle va rechercher des réponses à des questions qu'elle se pose. Et ces questions, ce n'est pas de savoir de quel organisme j'ai besoin, mais c'est plus comment ça se passe, comment se passe le financement, concrètement, quel est le métier, comment je fais pour accéder à ce secteur, quelles sont mes opportunités de carrière, etc. Et tout ça, ça passe par la création de contenu. Donc voilà, nous, on a créé énormément de contenu sur notre plateforme pour pouvoir du coup répondre à toutes ces questions-là. Et derrière, faire en sorte que la personne, on puisse interagir avec elle un tout petit peu en amont de la phase de formation et après, du coup, engager la formation une fois qu'elle a répondu à toutes ces questions. Donc voilà, honnêtement, c'est vraiment, selon nous, un peu le nerf de la guerre, c'est comprendre quelles sont toutes les interrogations et les besoins des candidats. Le candidat, il ne cherche pas à savoir au démarrage s'il veut aller chez UPSO ou chez je sais pas, Bidule Academy à côté. Il cherche avant tout de savoir, ok, j'ai un problème de financement, j'ai du mal à me convaincre ou comprendre comment fonctionne le secteur. Je veux que quelqu'un m'explique. Une fois que j'ai trouvé l'explication, là forcément, j'attaque peut-être le projet de formation. Par rapport à ça, justement, la question que je me pose, c'est quels sont les canaux privilégiés ou les écosystèmes que vous avez dû rejoindre justement pour toucher ces personnes? Après, on fait de la publicité sur Google, sur Facebook, Instagram, j'espère demain TikTok, etc. YouTube, ça fonctionne très bien. Plus globalement, nous, on fait beaucoup ce qu'on appelle du coup du référencement naturel, donc c'est-à-dire être visible sur les moteurs de recherche lorsque vous cherchez comment devenir infirmier, par exemple. Donc, et ça, c'est un travail qui se passe à la fois sur votre site, la technique, et ceci sur la qualité du contenu que vous apportez à l'utilisateur. Et aujourd'hui, c'est quasiment plus de 60% de notre trafic, c'est plus de 50% de nos leads, donc des gens qui sont intéressés. Donc voilà, c'est construire toute une galaxie de contenus qui permettent de répondre aux besoins, et c'est ça qui permet après de toucher les personnes. Merci Arnaud. Et du coup, pour conclure, j'ai deux petites questions pour vous. La première, c'est comme l'orientation, l'entrepreneuriat, c'est une course de fond, il y a des hauts, des bas. Vous avez sûrement connu les montagnes russes de l'entrepreneuriat comme beaucoup d'entrepreneurs. Et j'aimerais que vous puissiez partager des conseils aux personnes qui, dans le public, ont peut-être des doutes sur justement leur parcours et sur comment vous avez fait pour surmonter ces étapes. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est de jamais suivre les conseils qu'on me donne. Non, en fait, un entrepreneur, je pense que c'est beaucoup d'intuition. Et du coup, de se faire confiance là-dessus, sur ses intuitions, parce que quand on lâche tout pour monter son projet et s'y mettre pas à 100%, pas à 200%, mais à 1000%, il y a forcément une base, des fondamentaux qui sont très ancrés. Et donc, toute une intuition derrière. Donc, voilà, avoir la foi là-dessus. Et puis ensuite, s'accrocher. S'accrocher, oui, il y a des hauts, des bas. La clé aussi, quand on grandit, c'est de s'entourer de la meilleure équipe, des meilleurs accompagnateurs, de ceux qui vont vous suivre à travers ces moments-là, et de continuer avec cette équipe. Et donc, savoir s'entourer, c'est très important dès les premiers moments. Et donc, il y a tout un tas de programmes d'accompagnement, d'incubation, de pépinière, et puis aussi, comme ici au H7, d'accompagnement d'entrepreneurs. Et donc, ça, c'est très important de ne pas être seul là-dessus et de savoir s'entourer. De ton côté, Arnaud, qu'est-ce qui t'a fait tenir aussi dans les moments de doute? Je pense que comme l'orientation, selon moi, la clé, c'est d'accepter l'incertitude. En gros, accepter le fait qu'on n'a pas la réponse, que peut-être qu'on ne l'aura pas, et se concentrer uniquement sur quelle est la prochaine étape. Accepter le fait que la prochaine étape peut être un échec, de pouvoir changer, etc. Et du coup, si on est en phase d'orientation, c'est de se dire je ne sais pas encore, c'est normal, j'accepte ça et juste je me concentre sur le travail que je dois faire au quotidien. Et c'est quelque chose que je retrouve aussi vraiment dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on a
On a des moments où on ne sait pas trop comment ça va se passer. On a beau faire un beau budget, un beau fichier Excel, il n'est jamais vraiment tenu. Et du coup, ce qui compte, c'est d'accepter ça et du coup se concentrer plutôt sur ce qu'on doit faire au quotidien pour aller à la prochaine étape, changer d'avis ou pas, continuer, et voilà, s'ajuster en permanence, mais accepter le fait qu'on n'a pas toutes les réponses, pas toutes les clés, et que c'est juste en fait une démarche, et plus, le plus important, c'est le chemin plus que la fin, quoi. C'est d'ailleurs ce qui est le plus sympa, je trouve, parce que une fois qu'on aura sûrement fini, peut-être revendu. T'as pas encore goûté à la fin. T'as pas encore goûté à la fin, tu verras à ce moment-là. Je suis sûr que la fin est un peu plus décevante que le chemin. Merci à tous les deux pour ces conseils. On l'a vu au début de la conférence, vous avez tous les deux des équipes qui ont bien grandi depuis le lancement de vos projets. Donc 23 personnes chez Hello Charlie et une cinquantaine pour UPSO. Là, il y a un événement de recrutement qui s'enchaîne juste après. D'ailleurs, il y aura vos équipes aussi sur l'événement. Vous avez eu l'occasion de faire beaucoup d'entretiens d'embauche durant votre parcours. Est-ce que vous avez quelques derniers conseils de dernière minute à donner aux personnes qui, dans le public, vont potentiellement rencontrer des startups de H7 ou des personnes sur un stand juste après? Mon conseil, c'est faites des rencontres. Voilà. Faites des rencontres, c'est très important. Tout le monde peut nous apprendre quelque chose, peut nous apporter quelque chose. Donc, ne restez pas seul, discutez avec votre voisin dans la file d'attente parce qu'il peut y avoir un petit peu de queue pour parler aux différentes tables. Donc, faites des rencontres, voilà, c'est principalement ça. Moi, le conseil que je peux donner, enfin, ce que j'apprécie particulièrement en entretien, c'est le fait d'être passionné et curieux. La curiosité, elle se joue même, on va dire, avant l'événement, c'est-à-dire je vais aller voir telle entreprise, j'ai envie de savoir vraiment ce qu'ils font, d'aller au fond des choses, de comprendre, d'avoir cette démarche de compréhension, de curiosité. Je trouve que c'est une qualité qui vous aide du coup, parce que c'est encore une fois cette notion de démarche, de processus. Et après, forcément, la passion, c'est-à-dire que avoir quelqu'un qui connaît parfaitement son discours, c'est super, mais est-ce qu'il est passionné? Est-ce qu'il aura envie demain d'aller plus loin, de se dépasser? Est-ce qu'il a envie d'apprendre? Et ça, c'est souvent des qualités qui nous font dire que à la fin, la personne, elle va progresser et elle sera dans cette démarche de progression. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche généralement. Merci pour les précieux conseils. J'espère qu'ils pourront aider certaines personnes qui sont dans cette pièce juste après. Je voulais vous remercier Fatma et Arnaud pour ce moment et ce bel échange. Remercier aussi toutes les personnes qui sont venues ici pour écouter cette conférence. Merci à tous. Et puis, je vous invite maintenant à aller vers l'événement de recrutement qui se passera le long du bâtiment, au bout à droite. Et je vous dis bonne chance pour ceux qui vont passer des entretiens. Et un grand merci et à bientôt pour de prochains contenus ici à H7. Merci.